Bonjour. Alors toujours dans les cartes électroniques, on rencontre ce composant à trois bornes, qui est le transistor. Quelle est la structure de ce composant et quel est son rôle dans ces cartes électroniques? Pour la structure, en général, on distingue deux, la structure NPN et la structure PNP. Alors, pour chaque région de la première structure, normalement, correspond à une borne. On a le collecteur, la base et l'émetteur. En général, l'émetteur donc est fortement dopé par rapport au collecteur, donc cette structure n'est pas symétrique. Schématiquement, le transistor est représenté par ce symbole. La flèche de l'émetteur, c'est vers le bas. Pour le modèle simplifié, donc elle est représentée par deux diodes, une entre la base et l'émetteur, et l'autre c'est entre la base et le collecteur. Pour l'autre structure, donc on a le collecteur, la base et l'émetteur. Et pour le symbole, la flèche de l'émetteur, c'est vers le haut. Pour le modèle simplifié, donc c'est toujours représenté par deux diodes, une entre la base et l'émetteur et l'autre c'est entre la base et le collecteur. Alors maintenant pour le rôle du transistor. Donc il peut être utilisé comme un interrupteur ouvert, c'est le mode blocage. Donc il peut être utilisé comme un interrupteur fermé, c'est le mode saturation. Mais aussi donc on peut l'utiliser comme un amplificateur, c'est le mode actif normal. Alors pour l'utiliser comme un amplificateur, donc on doit polariser la jonction base émetteur en direct. On doit polariser la jonction base collecteur en inverse. Alors si on a la polarisation directe inverse, donc on aura les choses suivantes. Au niveau de l'émetteur, on aura injection des électrons. Au niveau de la base, on aura diffusion des électrons, recombinaison des électrons avec les trous et injection des trous. Et dans le collecteur, on aura collection des électrons. Alors maintenant, on va étudier le transistor NPN. En général, dans le transistor NPN, on a deux zones de rencontre, donc on a deux jonctions PN. Au niveau atomique, entre la base et l'émetteur, donc on a la première zone de déplétion au voisinage de la première zone de rencontre. Et pour la deuxième zone de déplétion, c'est entre la base et le collecteur et au voisinage de la deuxième zone de rencontre. Alors maintenant pour la polarisation, on a dit que pour utiliser un transistor comme un amplificateur, on doit utiliser la polarisation directe inverse. Alors si on applique une tension positive, une polarisation directe entre la base et l'émetteur, donc on aura annulation de la première barrière de potentiel. Et si on applique une polarisation inverse entre la base et le collecteur, on aura augmentation de la barrière de potentiel. Donc, quel est le comportement de cette barrière de potentiel dans le transistor? Alors voilà, donc si on a des électrons dans la base, et d'après la relation F égale à moins Q fois E, normalement les électrons de la base seront déplacés vers le collecteur. Donc la jonction base-collecteur polarisée en inverse conduit le courant. Donc on aura la conduction du transistor. Donc injection des électrons dans l'émetteur, diffusion des électrons au niveau de la base et collection des électrons au niveau du collecteur. Alors aussi au niveau de la base, on a recombinaison des électrons avec les trous. Le circuit de base injecte donc d'autres trous, d'autres charges positives. Puisqu'on n'a pas de barrière de potentiel, normalement ces trous seront déplacés donc vers l'émetteur. On aura le courant de trou. En résumé, donc si un transistor est utilisé comme amplificateur, polarisé donc direct inverse, on aura donc des électrons injectés dans l'émetteur, des électrons diffusants au niveau de la base et des électrons collectés donc au niveau du collecteur. Aussi, on aura des électrons recombinés avec d'autres trous de la base
et le circuit de base va injecter d'autres trous qui seront déplacés vers l'émetteur et on aura un courant de trous. Voilà, les électrons normalement qui se recombinent avec les trous sont attirés par le circuit de base. C'est ce qu'on appelle injection des trous. Donc voilà pour le fonctionnement général. On a injection des électrons dans l'émetteur, on a diffusion et recombinaison au niveau de la base et collection des électrons au niveau du collecteur. On a deux circuits, circuit d'entrée et le circuit de sortie. Alors si on place deux lampes identiques, une dans le circuit d'entrée et l'autre dans le circuit de sortie, on va voir que celle du circuit de sortie est plus lumineuse. Pourquoi? Parce que le courant IC de sortie, c'est une version amplifiée du courant d'entrée. Donc le gain normalement c'est 100 bêta égale à IC sur IB. Donc les relations les plus importantes du mode actif normal, c'est la première, donc c'est le courant IC égale à bêta IB. Bêta c'est le gain. IE égale à IC plus IB. IE, c'est le courant de l'émetteur, donc IC, c'est le courant du collecteur, plus IB, donc le courant de la base. Pour VBE, c'est toujours 0,607 pour le silicium et 0,3 pour le germanium. Alors maintenant pour la caractéristique courant-tension qui décrit le fonctionnement du transistor est dans la figure suivante. Alors si on donne une tension VBE, on aura automatiquement un courant IB. On va l'appeler donc IB1. Ce courant IB va nous donner donc le courant IC. Le courant IC va nous donner la tension donc VCE, mais par cette courbe, par l'utilisation de cette courbe. Donc le courant IB1, donc on va utiliser donc cette courbe. Pour le courant IB0, c'est cette courbe. Le courant IB1, IB1 c'est ici, IB2, IB3 et B4. Alors cette caractéristique générale peut être normalement subdivisée en trois sous-caractéristiques. La caractéristique d'entrée IB, donc en fonction de la tension VBE, la caractéristique de transfert, donc le courant IC en fonction du courant IB, mais avec la tension VCE constante, et la caractéristique de sortie, c'est la tension VCE en fonction du courant IC avec le courant IB constant. En général, le transistor, il peut donc être utilisé dans le régime statique et dans le régime dynamique. Dans le régime statique, normalement, on fixe la valeur de IB, de IC et de VCE. C'est ce qu'on appelle le point de repos. Et dans le régime dynamique, on récupère un signal amplifié autour du point de repos du régime statique. Voilà, donc on a la caractéristique d'entrée, la caractéristique de transfert et la caractéristique de sortie. Dans l'étude statique, on va fixer un point dans la courbe de sortie. D'accord, on ne va pas utiliser tous les points, mais uniquement un seul point. Ce point s'appelle point de repos, point de polarisation. Alors, en général, un transistor est utilisé avec une charge. D'accord, donc la charge est représentée par la droite de charge et le transistor est représenté par sa courbe de sortie. Donc si on donne un signal sinusoïdal au niveau de l'entrée, on va récupérer au bord de la charge un signal sinusoïdal amplifié autour du point de repos sur la droite de charge. Donc c'est ce qu'on appelle le régime dynamique.